Je vous remercie de m'avoir invitée à ce cycle de conférences, tout d'abord. Puis un peu frustrée parce que j'aurais aimé pouvoir être là en vrai. Enfin, au niveau des interactions, c'est toujours plus intéressant. Si je regarde en haut, c'est parce que je vous vois sur mon deuxième écran, si jamais, hein. Euh, je vais alterner entre mes deux écrans. Euh, donc aujourd'hui, ce qui va, dans le cadre de cette heure, dans le temps qui m'est imparti, aborder ensemble, c'est vraiment cette question du comment soutenir les apprentissages socio-émotionnels chez les enfants des premiers degrés de la scolarité, puisque moi, dans le cadre de mes recherches, je me centre surtout sur ces tranches d'âge-là. On va aborder les deux grandes approches, hein, au regard de ce que dit la littérature scientifique sur ce sujet. Eh bien, on a pu dégager avec notamment mon collègue Édouard Janta au laboratoire SMAS à l'Université de Genève, donc le laboratoire qui étudie le développement sensorimoteur, affectif et social chez l'enfant et l'adolescent. On a pu dégager deux grandes approches qui visent à stimuler ces apprentissages socio-émotionnels chez les jeunes enfants. L'approche directe et indirecte. Dans indirect, je vais surtout vous parler du jeu de faire semblant, puisque ça, c'est la thématique qui, qui occupe encore actuellement l'objet de mes recherches. Et il y a aussi tout un groupe avec lequel je collabore, qui est le groupe Girafe, qui est le groupe d'intervention et de recherche sur les apprentissages fondamentaux de la HEP Valais, où je travaille, et puis de la HEP Vaud, qui travaille sur cette thématique aussi, à savoir comment accompagner les pratiques enseignantes dans le but d'améliorer les apprentissages socio-émotionnels et autres, hein, chez les enfants de cette tranche d'âge-là. Donc un intérêt marqué pour ce qui se passe dans ces tranches d'âge-là en termes de développement, d'apprentissage et quels sont les dispositifs qui tentent à optimiser au mieux le développement psychologique de l'enfant, mais aussi les apprentissages scolaires. Alors aujourd'hui, moi, je vous parle surtout de ce qui est socio-émotionnel, mais il y a bien entendu des liens avec ce que je vous dis qu'on peut établir avec des apprentissages plus scolaires. Alors, ces deux approches, alors peut-être juste avant de démarrer, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, hein. Voilà, pendant aussi le déroulement, pendant cette présentation. Donc, j'aimerais vous amener des exemples pratiques de programmes, notamment qu'on a testés dans les classes, puisqu'on travaille étroitement avec les enseignants, des enseignants chevronnés, aussi avec les étudiants en formation. J'ai moi-même été enseignante primaire, donc c'est aussi des thématiques qui m'ont préoccupée quand j'étais enseignante à l'époque, hein. C'est pas pour rien après que j'ai dérivé sur ce genre de questionnement. Donc, dans les approches pédagogiques directes, je vais vous parler de deux programmes en particulier qu'on a testés dans les classes à Genève et en France. Et puis, dans les approches plus indirectes, je vous parlerai du jeu de faire semblant en particulier et de ses bénéfices. Alors, l'essentiel, enfin une partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous le retrouvez dans un article qu'on a rédigé récemment en 2025 avec Édouard Janta pour le CNESCO. Si jamais, voilà, il y a certains éléments qu'on a repris de cette présentation et de l'article en question. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière direct et indirect, déjà, pour commencer? Derrière approche indirecte, on met vraiment l'idée qu'on peut travailler ces savoirs socio-émotionnels de manière bien très structurée, dirigée. C'est, je dirais, la manière qu'on connaît le mieux en tant qu'enseignant. C'est-à-dire qu'on amène, nous, une activité aux enfants et les enfants suivent le programme de l'enseignant. L'enfant suit ce que veut le maître et on cible des apprentissages socio-émotionnels très spécifiques. Par exemple, voilà, les enfants aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la reconnaissance des émotions et pour ce faire, on va utiliser tel jeu, un jeu de règles, un jeu par exemple de plateau ou des images ou une lecture qu'on va faire avec eux et l'enfant donc suit ce qui est amené par l'enseignant. Et puis, ce qu'on met derrière indirect, eh bien, c'est plutôt une approche plus globale qui cible
Ici, notamment le jeu de faire semblant, mais ça pourrait être un autre type de jeu, par exemple, où l'idée, c'est de stimuler ce type d'activité de manière générale, enrichir ici le jeu de faire semblant, dans le but de générer des apprentissages socio-émotionnels. Donc on est plutôt sur une approche plus développementale, où on part de ce que l'enfant nous amène pour saisir justement des opportunités d'enseignement-apprentissage de contenu socio-émotionnel. Donc on n'arrive pas avec explicitement un travail comme on le ferait dans du direct, ciblé avec par exemple une fiche, un jeu qui cible par exemple la reconnaissance des émotions, mais on va apprendre notamment aux enfants à jouer, développer leur jeu, amener des contenus socio-émotionnels dans leur jeu pour stimuler le jeu dans le but qui génère des apprentissages socio-émotionnels. Donc une approche plus globale, plus développementale. Alors, que disent les recherches sur ces approches plus structurées, dirigées, en contexte scolaire? Alors là, j'ai volontairement choisi cette image où on voit une enseignante. C'est une image IA, hein, donc c'est pas un vrai jeu, mais c'est l'idée qu'il y a des règles préexistantes et les enfants suivent le programme de l'enseignant. Alors, avant d'entrer dans les résultats de différentes recherches, juste une petite définition de ce qu'on met derrière compétences socio-émotionnelles. Alors, il y a plein de définitions qui existent. Je ne vais pas m'étendre sur ces différentes définitions, les différents modèles qui sous-tendent ces compétences. Il y a notamment la définition qui est donnée par Casel et qui regroupe 3 grands types de compétences que sont la conscience, développer la conscience de soi et des autres, apprendre à prendre des décisions responsables et puis apprendre à gérer les émotions, apprendre à établir, maintenir des relations sociales positives. Alors ça, on est sur des grands champs de compétences et vous imaginez bien qu'il y a des compétences spécifiques qu'on va cibler derrière chacun de ces grands champs de compétences. Voilà, ça c'est juste pour poser une définition qui spécifie un petit peu ce que je mets derrière compétences socio-émotionnelles. Alors, que disent les recherches internationales sur les effets de ces interventions plus structurées, dirigées par l'enseignant? Vous avez toute une série de méta-analyses qui existent actuellement, et peut-être qu'on vous en a parlé dans d'autres présentations. Hein. J'ai essayé d'aller sélectionner les plus récentes. Il y a typiquement cette revue systématique de plusieurs méta-analyses en 2022 hein, qui a été publiée, qui englobe 1 million d'élèves âgés de 2 à 19 ans et qui montre que le fait de prendre le temps pour travailler ces aspects socio-émotionnels de manière dirigée, structurée, hein, notamment, ben, ça améliore les compétences socio-émotionnelles, mais aussi les résultats scolaires des enfants de 2 à 19 ans. Et puis plus tard, en fin d'adolescence, début d'âge adulte, ils ont aussi pu montrer qu'on obtient une réduction des comportements problématiques, de la détresse émotionnelle, voire de la consommation de drogue. Donc ça a un impact, vous voyez, aussi plus tard à l'adolescence et en début d'âge adulte. Donc des effets positifs. Donc méta-analyse, hein, c'est vraiment des études qui compilent toute une série d'études sur un sujet spécifique et qui nous permet d'avoir un échantillon d'enfants, là en l'occurrence, assez important. C'était 2022, là on est en 2025 avec cette étude qui montre, qui va dans ce sens-là en fait, hein, qui montre que les enfants qui participent à des programmes qui ciblent des apprentissages socio-émotionnels, bien, comparativement à des enfants qui ne bénéficient pas de ces programmes, ont de meilleurs résultats scolaires que ceux qui n'y ont pas pris part. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas une perte de temps que de prendre le temps que de soutenir ces apprentissages socio-émotionnels à l'école. Je dis ça parce que c'est ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut se dire en tant qu'enseignant, mais quand est-ce que j'ai le temps de travailler ces éléments-là? Eh bien, que c'est pas inutile d'allouer du temps et de l'espace pour des activités qui portent sur ce sujet-là. Ça a une influence sur les résultats scolaires. Alors là, les deux études que je viens de mentionner ont essentiellement mis en évidence les effets de programmes anglo-saxons et d'études
qui ont été réalisés dans les pays anglo-saxons sur les effets de ces programmes-là, sur les résultats scolaires et les apprentissages socio-émotionnels. Maintenant, qu'en est-il de ce qui se fait dans les pays francophones? Eh bien, on a typiquement cette revue de la littérature qui a été effectuée par Artie Evenland tout récemment, en 2025, hein, sur les programmes qui ciblent des apprentissages socio-émotionnels chez les jeunes enfants, donc spécifiquement. Qu'en est-il des programmes francophones? Eh bien, il y en a très peu de ces études qui évaluent les effets de programmes francophones qui ciblent ces apprentissages socio-émotionnels. La plupart, comme je vous le disais, ont été réalisés dans les pays anglo-saxons, États-Unis essentiellement. Mais il en existe quand même quelques-uns en français qui ont été éprouvés selon une démarche de type pré-test, intervention post-test avec un groupe contrôle, groupe expérimental. Ces programmes francophones, on les retrouve surtout au Canada. Il y a le nôtre d'ailleurs qui figure aussi, donc programme plutôt réalisé en Suisse romande et dont on a pu mesurer les effets. Alors, ces programmes sont malheureusement pour la plupart pas accessibles, je dirais, en libre accès. La même chose pour de nombreux programmes anglo-saxons. Il y en a certains qui sont libres d'accès, mais la plupart sont payants. Alors vous allez me dire pourquoi s'ils ont montré leur efficacité, pourquoi on ne les traduit pas en français? C'est plus complexe que ça. Il semblerait de nouveau au regard de la littérature que il suffit pas juste de traduire un programme et l'implémenter dans une classe pour obtenir les mêmes effets. Idéalement, il faut soit l'adapter au contexte socioculturel dans lequel il va être testé, ou alors entrer dans une démarche collaborative de co-construction d'un programme avec notamment des enseignants pour l'ajuster à la réalité locale, socioculturelle, langagière du pays, de la région dans laquelle on implémente le programme. Donc ça, c'est un élément aussi important à prendre en considération. C'est pour ça que nous, quand je dis nous, notamment dans les 2 labos que je vous ai présentés en début de séance, on a essayé de tester des interventions qu'on a co-construites, adaptées avec les enseignants. C'est notamment le cas du programme Emotimat. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Qui a été élaboré par des enseignants en collaboration avec des chercheurs. Ce programme-là, il est libre d'accès. Donc, vous avez accès à tout. Je vous ai mis le lien Internet. Vous pouvez télécharger les séances. Il y a les images. Il y a tout. Et donc, les enseignants se sont centrés sur, en accord avec les chercheurs, sur 3 grandes compétences socio-émotionnelles: l'identification, la compréhension et l'expression des émotions. Je crois qu'ils sont en voie d'élaboration maintenant de la partie régulation des émotions, mais ça n'a pas fait l'objet d'une démarche pré-test, intervention post-test, alors que pour ces séquences-là, on a pu évaluer les effets de ce programme sur une assez grande cohorte d'enfants de 3 à 6 ans dans les écoles, je crois que c'était dans la région de Grenoble, et les résultats, vous les retrouvez dans la revue Children. Donc, on a obtenu ces résultats-là, à savoir une amélioration particulière de la compréhension des émotions et de l'identification des émotions chez les enfants ayant bénéficié de ce type de programme. Donc, il y a plein d'outils qui circulent. Maintenant, ce qui est complexe, c'est de les tester et puis d'aller prélever des indices qui nous laissent penser que ça fonctionne sur un grand nombre d'enfants. Alors ça, c'est le programme Emotimat. Puis il y a le programme également Emoti qu'on a testé dans les écoles, que mes collègues ont testé dans les écoles à Genève. Donc ça, elles ont créé tout un jeu de cartes qui cible différents aspects des compétences socio-émotionnelles. Là, vous avez les aspects plus perceptifs des émotions qui a été ciblé dans ce jeu de cartes, les aspects aussi associatifs de l'émotion, comme la capacité à identifier ce qui génère des réactions émotionnelles.
Et puis, elles ont également, alors là j'ai mis quelques exemples de ces cartes. Vous avez accès aux jeux de cartes aussi en ligne, si vous y avez de l'intérêt. Simplement, alors, comparativement à Emotimat, c'est payant. Pourquoi? Parce que il y a juste il y a l'impression des cartes qui nécessite un certain coût. Mais voilà, il est aussi accessible ce jeu, puis en français. Et puis donc des aspects de régulation qui ont été également développés au travers de ce jeu, des aspects plus conceptuels également qui ont été développés, apprendre à identifier ses besoins, satisfaits, non satisfaits, et qui génèrent certaines émotions. Et donc là aussi, un jeu qui a été implémenté dans les classes à Genève avec un groupe contrôle, un groupe expérimental. Et on a obtenu des effets intéressants qui ont été publiés notamment dans la revue ANAE en particulier si on se centre sur les 4 à 6 ans, avec une amélioration de la reconnaissance émotionnelle, mais aussi des effets au niveau de certains aspects de la gestion des émotions, puisque les enfants ont le sentiment d'être plus capables de réguler leurs émotions après avoir testé ce jeu. Donc vous voyez, il est adaptable aussi chez les plus grands, donc de 4 à 12 ans. Donc voilà, 2 exemples de programmes auxquels vous pouvez avoir accès, structurés, très dirigés du coup par l'enseignant et qui ont fait l'objet d'une démarche de recherche. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de ces programmes qui s'inscrivent dans ce type de démarche de recherche. On regarde la littérature dans le monde francophone. Donc il y a là il y a encore des choses qui nécessitent d'être développées chez les enfants de cette tranche d'âge-là. Je ne parle pas de ce qui se passe chez les plus grands niveaux socio-émotionnels. Alors voilà, ça c'est pour le direct, l'approche directe, plus structurée. Maintenant, chez les enfants de cette tranche d'âge-là, faire que du structuré et du dirigé, eh bien, au regard de la littérature scientifique, c'est pas suffisant. Il faut compléter ces approches, parce qu'a priori, elles sont bénéfiques, avec des approches, comme je vous l'ai indiqué en début de présentation, plus globales, plus développementales, qui intègrent les activités initiées par l'enfant. Parce que, alors pourquoi j'évoque ça? Parce qu'il semblerait que proposer majoritairement ces approches, qui valorisent un enseignement essentiellement dirigé par l'enseignant, sur le long terme, présente le risque de ne pas renforcer leur réussite scolaire ainsi que leur développement socio-émotionnel. Donc, quand on est dans du tout, je dirais, scolarisant, primarisant très rapidement dans les petites classes, eh bien, on a ce risque-là à long terme de ne pas renforcer la réussite scolaire ultérieure des enfants. Donc, il s'agit de compléter ces approches avec des approches plus développementales. D'où notre intérêt pour cette question des jeux à l'initiative des enfants. Donc, je mets de côté les jeux de règles ou jeux de plateau, jeux de cartes qui ne font pas partie de ces jeux que je décris, notamment du jeu de faire semblant. Alors, dans le sens de ce que je viens de vous dire, on a typiquement ce rapport qui a été publié par l'American Academy of Pediatrics en 2018 et qui a été réaffirmé, réitéré en 2025, qui insiste sur l'importance du jeu à l'école aussi, qui va jouer un rôle clé, la question de ces jeux à l'initiative des enfants devient, j'allais dire carrément un enjeu de santé publique, parce qu'on a des enfants qui arrivent à l'école et qui ont de la difficulté à s'engager dans ces jeux, typiquement jeux de faire semblant, et qu'il s'agit du coup de donner une place à ces formes de jeux, non seulement pour permettre à ces enfants de pouvoir développer ces jeux, mais en plus parce que c'est extrêmement bénéfique pour l'ensemble du développement et des apprentissages que les enfants vont être amenés à réaliser dans ces tranches d'âge-là. Alors maintenant, quelle est la place de ces jeux à l'école en réalité? Alors j'ai essayé de chercher quelques études qui essayaient de mettre des pourcentages sur le temps qui est alloué à ces activités initiées par les enfants. On se rend compte que, là j'en ai trouvé une qui a été réalisée aux États-Unis. En France ou en Suisse, j'en ai pas vraiment trouvé qui mettent en évidence ces pourcentages. Peut-être probablement qu'il en existe. Je sais qu'il y avait un rapport en France en 2015 qui avait montré qu'il y avait
il y avait pas, j'ai plus le nom des auteurs, du coup je vais peut-être pas m'étendre sur ce rapport, mais qu'au final il n'y avait pas énormément de temps qui était non plus alloué à ces activités plus initiées par les enfants. Mais là, dans ce rapport, on voit qu'il y a environ 20% du temps des enfants, pour les jeunes enfants, qui est alloué à ces activités. Le reste, c'est vraiment du structuré dirigé par l'enseignant. Alors, l'American Academy of Pediatrics relève le fait que oui, c'est important de s'appuyer sur cette forme de jeu, mais il relève également que ce n'est pas évident pour les enseignants j'allais dire, faire avec les injonctions institutionnelles qui amènent les enseignants à devoir entrer dans des approches plus dirigées, plus structurées. Nous, c'est ce qu'on a notamment comme problématique en Suisse romande, avec des moyens d'enseignement qui sont très dirigés, très structurés. Puis ajouter en plus ces temps de jeu à l'initiative des enfants qu'il s'agit d'accompagner. Il faut former aussi les enseignants à accompagner ces jeux dans le but qui génère des apprentissages socio-émotionnels, et que ça, c'est pas forcément c'est quelque chose qui peut être problématique, qui peut générer des pressions du côté des enseignants. Et c'est des éléments qu'on essaye du coup d'investiguer aussi dans nos recherches. Alors j'en arrive du coup à ces approches plus indirectes, et ici la question du jeu de faire semblant en contexte scolaire. Alors, comme vous le voyez sur cette image, je vais aller vous demander, je vous questionnerai ensuite sur qu'est-ce que vous mettez derrière jeu de faire semblant, vous. Et sur cette image, on voit volontairement, donc une image générée par l'IA, où j'ai volontairement voulu qu'il y ait un enseignant au milieu du jeu des enfants, puisque au travers de cette forme de jeu, l'enseignant va jouer un rôle actif. Il va observer, évaluer le jeu des enfants et puis intervenir afin de l'enrichir et de l'accompagner, afin de l'enrichir pour qu'il génère des apprentissages socio-émotionnels, et il va pouvoir adopter différentes interventions. Là, il est en posture de joueur, il peut être en co-joueur ou en régisseur de scène, mais il est là, il est présent. D'ailleurs, vous ne m'avez pas entendu parler de jeu libre. On va plutôt parler de jeu accompagné, qui a une visée d'apprentissage socio-émotionnel. Donc c'est, je dirais, une autre manière de travailler des contenus socio-émotionnels ou plus scolaires. Alors, quelle définition vous donnez à cette forme de jeu? Et là, j'aimerais bien vous entendre, parce que c'est souvent une question que je pose aux enseignants, puis je me rends compte que ce n'est pas toujours très clair ce qu'on met derrière ce terme jeu de faire semblant. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous entendre. Par rapport à ce que l'on met derrière ce type d'activité. Est-ce que ça parle un peu à tout le monde, ce jeu, ou pas? J'essaie de capter un peu l'attention, j'ai pas l'impression. C'est pas une activité avec laquelle vous êtes familier, en tout cas dans les premiers degrés de la scolarité? Que c'est... il y a souvent le terme jeu symbolique qu'on tend à utiliser de manière interchangeable avec jeu de faire semblant. Est-ce que ça vous parle peut-être un peu plus? Pas forcément? Non, pas forcément, manifestement. Ok. Mais est-ce que c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu? C'est juste pour voir un petit peu ce que... Oui, il y a des approbations. Je transmets les... Ok. Mais vous n'êtes pas au clair peut-être sur la définition de ce type d'activité? Non, alors, je vois des noms. Merci pour les réactions non verbales. Ok, alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, le jeu de faire semblant, pour vous donner une définition, eh bien, c'est une activité dans laquelle les objets, les verbalisations, les actions, les personnes aussi vont représenter autre chose que ce qu'ils sont dans la réalité. Donc, l'enfant va leur donner un sens figuré, vont lui donner une autre signification. Et pour faire ça,
l'enfant va mobiliser une fonction mentale de haut niveau, qui est l'imagination. L'imagination va lui permettre de combiner des représentations mentales entre elles, notamment pour générer de nouvelles représentations. Et donc, l'imagination est au cœur de ce type d'activité et est essentielle pour faire ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire faire en sorte que ces éléments représentent autre chose que ce qu'ils sont dans la réalité. Et donc, c'est une activité en soi qui est complexe, cognitivement et aussi sur le plan socio-émotionnel pour les jeunes enfants. Donc, on va voir apparaître cette forme de jeu autour des 18 mois et elle va notamment permettre à l'enfant de développer cette fonction mentale de haut niveau. Mais pas uniquement. Avec l'avènement de l'imagination, il va aussi apprendre à se détacher de la réalité actuelle pour l'envisager avec de nouvelles lunettes, de nouvelles perspectives, avec notamment les connaissances qu'il possède du monde dans lequel il est amené à évoluer. Donc l'imagination s'ancre dans le réel, contrairement à ce qu'on peut se figurer. L'imagination se nourrit des expériences directes que l'on a pu faire, de nos impressions passées également. Et donc il faut nourrir cet imaginaire si on veut nourrir également cette activité de faire semblant. Donc il y a cette prise de recul par rapport au réel, déjà dans un premier temps. Et puis, alors j'ai illustré avec cette image où on voit un petit garçon qui tient un morceau de bois, mais ça pourrait être une bouteille. Donc il va inhiber son impulsion immédiate qui serait d'utiliser l'objet pour ce qu'il est. Ici, le bâton. Alors, peut-être la bouteille, c'est plus parlant. Utiliser une bouteille pour ce qu'elle est, c'est-à-dire boire, ouvrir le bouchon et puis boire avec cette bouteille. Ça, il l'a appris très jeune, comment utiliser l'objet, la fonctionnalité de l'objet, si on lui a montré. Bien là, il va inhiber son impulsion immédiate qui serait d'utiliser l'objet pour ce qu'il est. Et puis, il va du coup faire des inférences sur les événements, les scénarios qui pourraient découler d'une réalité alternative. Tiens, cette bouteille ou ce morceau de bois, je vais décider que ça devient une fusée. Et si c'est une fusée, eh bien moi, pourquoi je ne serais pas un astronaute qui monte à bord de cette fusée? Et là, il envisage, il fait évoluer ces scénarios, les événements qui pourraient advenir. Tiens, si je monte dans cette fusée, que je suis un astronaute, je vais aller sur la Lune. Et si je suis sur la Lune et que je suis percuté par un astéroïde, qu'est-ce qui va advenir de mon vaisseau spatial, etc. Donc, il va, lorsqu'il entre dans cette forme de jeu, entrer aussi dans des raisonnements causaux. Il va entrer dans une démarche je dirais, on pourrait presque dire une démarche scientifique, fait des hypothèses sur des mondes possibles. Il teste, il éprouve ces hypothèses au travers du jeu. Donc c'est vraiment un laboratoire qui va lui permettre de réaliser toute une série d'expériences de manière simulée. Et donc l'imagination lui permet d'exercer tout cela. Et puis en plus, il doit maintenir séparé à la fois le monde fictionnel et puis le monde réel pour éviter qu'il y ait contamination entre ces deux mondes. Donc je vous dis tout ça pour aussi qu'on puisse se rendre compte que ce n'est pas une activité futile et certes qui génère de l'amusement, du plaisir, et c'est extrêmement important, mais qui a un impact fort sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Une manière de travailler sur cette forme de jeu, typiquement, c'est de travailler sur ces inférences, sur ces si. Et là, je vous ai mis un lien vers un livre qu'on utilise quand on veut enrichir ce jeu, et notamment la partie faire des inférences, c'est le livre des si. Vous trouvez le lien YouTube vers ce livre si ça vous intéresse. De l'expliquer, pour pouvoir expliquer aux enfants aussi ce qui se passe quand ils sont en train de jouer, qu'ils formulent des si. S'il se passe ça, alors il va se passer ça. Si je fais ça, alors, etc. Et donc, ça vient de nouveau alimenter les jeux des enfants et vos interventions aussi, d'avoir une liste de SI dans votre tête. Si vous voyez quel jeu des pirates qui apparaît, quel SI je pourrais proposer aux enfants pour faire évoluer leur jeu. Et tiens, si vos pirates avaient perdu leur trésor, si les pirates étaient poursuivis, etc.
Donc, importance de l'imagination, fonction mentale de haut niveau, qui n'est pas vouée à disparaître, contrairement à ce qu'on imagine, hein, à l'âge adulte, au profit d'une pensée plus rationnelle. Pas du tout. L'imagination est essentielle à l'école et notamment dans les degrés scolaires ultérieurs. On en a besoin. D'ailleurs, vous, là, vous êtes, pendant que je vous parle, constamment en train de naviguer entre un monde fictionnel et un monde réel. Vous êtes à un certain moment en train de m'écouter, puis à d'autres moments en train de vous projeter dans ce que vous allez faire dans 2 heures ou ce week-end, à revenir sur votre week-end. Donc, l'imagination est omniprésente, simplement que là, vous n'avez pas besoin de la jouer. Les enfants, les jeunes enfants ont besoin de la mettre en scène, en fait, cette imagination. Vous, elle est plus mentalisée, intériorisée. Donc voilà une définition plus générale de ce que l'on met derrière jeu de faire semblant. Donc, vous l'avez compris, hein, il y a cette dimension symbolique hein, qui est présente, d'où le lien avec la notion de symbole, puisque les objets vont devenir le support de nouvelles significations que les enfants vont être amenés à leur donner. Donc, ils utilisent leur imaginaire. Plus le jeu se sophistique, plus on va voir apparaître des rôles. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette forme de jeu, contrairement à ce qu'on imagine, les enfants s'imposent des règles de comportement. Donc, on ne dit pas jeu de faire semblant de règles, mais il y a des règles. Et des règles qui émanent de leur compréhension du réel, de la réalité socioculturelle dans laquelle ils sont amenés à évoluer. Et les règles ne sont pas les mêmes en fonction des rôles qu'ils endossent. Si j'endosse le rôle d'un pilote d'avion, je vais mobiliser le registre de comportement qui correspond à ce rôle-là, avec un registre langagier, des émotions qui correspondent à ma compréhension du rôle. Si je joue le rôle d'un bébé, je ne vais pas mobiliser le même registre langagier ni les mêmes comportements en lien avec le rôle. Donc c'est aussi extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce que ça lui permet c'est extrêmement intéressant de pouvoir s'appliquer des règles, parce que ça lui permet de développer ses capacités à s'autoréguler en changeant d'un registre de comportement à l'autre, à se fixer des objectifs également, à réguler le jeu des autres lorsqu'ils jouent à plusieurs. On va les entendre dire à un camarade, mais non, mais quand tu joues le rôle du docteur, il faut agir de cette manière-là. On avait dit que on jouait de cette manière-là. Donc, il s'applique ces règles de comportement aussi entre eux. Et du point de vue du développement des comportements intentionnels, hein, volontaires, c'est extrêmement intéressant aussi. Petite vidéo pour illustrer rapidement ce qu'on met derrière ce jeu de faire semblant, qui reprend les 3 grandes composantes que j'ai évoquées, situation imaginaire, rôle et application de règles. Alors essayez d'aller identifier les règles que l'enfant s'applique sur cette vidéo. Hop. Alors elle est un tout petit peu saccadée, mais il me semble qu'on la voit quand même assez bien. Si vous voulez avoir accès à l'entier de tout le reportage en lien avec cette vidéo, je vous ai aussi mis le lien sur cette slide, hein, si jamais. Voilà pour la petite vidéo. Alors, où est-ce que vous avez peut-être pu voir ces règles de comportement que l'enfant s'applique ici? Quelles sont les règles qui se fixent, qui vont lui apprendre à s'inhiber, à réguler son comportement? C'est souvent, moi j'entends les enseignants dire, oui, mais on a des difficultés à gérer les comportements, surtout chez les jeunes enfants. Une manière de les travailler, cette gestion de l'inhibition et de la régulation des comportements, c'est notamment en accompagnant ces jeux, hein.
Il y a d'autres formes de jeu, mais là, en l'occurrence, on a un outil précieux. Et là, comme ça, de prime abord, on se dit, ouh là là, il y a beaucoup de bruit, ça saute, ça court dans tous les sens. Il se fixe sous des règles, là, par lui-même en plus. Parce que là, il se fixe des règles qu'il tente de s'appliquer à lui-même. Quelles sont ces règles, selon vous les voyez où, dans ce petit extrait? Alors, je peux passer le micro à qui voudrait répondre. Qui tente une réponse? Hop. Merci, c'est gentil. Je dirais règle notamment de rester du coup sur des espaces en hauteur pour pas aller sur le sol où du coup il y aurait le requin. Et de se défendre également contre le requin avec les objets qu'il a à sa disposition et de faire attention aussi à son petit frère ou sa petite sœur, je sais pas quel genre de ce bébé. Voilà. Oui. Il y a peut-être d'autres éléments, d'autres règles. D'autres réponses? Non? Ok. Alors effectivement, au niveau des règles qui se fixent, il y a ça, ce que vous avez relevé. Il ne faut pas toucher le sol. Une des règles, c'est de pourchasser le requin. Une des règles, c'est qu'on a le droit aussi, les règles de comportement liées au rôle, de faire du bruit, d'avoir peur, de crier, parce que ça fait peur d'être pourchassé par un requin. Et ces règles ne seraient pas les mêmes que s'il adoptait le rôle du docteur. Il y a des chances que l'enfant dise, mais je ne vais pas me mettre à crier ou à hurler si je joue le rôle du docteur, sauf si c'est un docteur un peu fantasque ou loufoque. Donc il va entraîner aussi le contrôle de ses comportements au travers de ces différents rôles. Au niveau socio-émotionnel, qu'est-ce que vous avez pu percevoir? Qu'est-ce qu'il est en train d'entraîner là au niveau socio-émotionnel? Alors, il apprend à s'inhiber, à réguler son comportement, comme je l'ai dit avant, en s'appliquant un registre de comportement qui correspond au rôle et qui est cohérent. Quand je joue le chasseur de requins, il y a de fortes chances que je fasse du bruit et que je cours. Mais est-ce que vous voyez d'autres choses qui sont travaillées sur le plan socio-émotionnel et qu'en tant qu'enseignant, on pourrait rendre explicite pour les enfants? On pourrait se saisir d'opportunités là dans ce petit court extrait pour rendre visible des apprentissages socio-émotionnels, des contenus socio-émotionnels qu'on pourrait travailler peut-être de manière plus dirigée ou structurée par ailleurs. Que vous voyez des choses sur apparaître. Bonjour. Alors, au niveau social, on voit qu'il essaye d'aider sa petite sœur quand même, qui est dans son imaginaire en détresse. Donc il y a des comportements d'aide. Et au niveau émotionnel, peut-être que je projette, mais régulation de sa peur. Enfin, personnellement, si je suis face à un requin, j'ai peur. Et là, on voit qu'il gère cette peur pour aller aider sa petite sœur. Oui, alors effectivement, comportement prosocial d'aide, gestion de la peur, dans la mesure où il peut l'expérimenter, l'éprouver dans son jeu. Et c'est safe, normalement, le jeu, c'est sécure, on est dans du pour-de-faux. Donc, au pire, si ça me fait vraiment trop peur, je sors du pour-de-faux et je reviens dans du pour-de-vrai. Donc, il peut apprendre à éprouver ce que ça fait d'avoir peur, tout en étant extrêmement heureux, parce qu'il est très heureux d'avoir peur, et il est très heureux aussi d'être un peu en colère à certains moments. Donc, il travaille sur les émotions contradictoires, des émotions mixtes. Par exemple, et donc il éprouve des émotions, des intensités différentes également. Puis ça lui permet aussi de satisfaire des désirs qui ne sont pas forcément réalisables dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je peux difficilement chasser un requin. Par contre, j'ai vu à la télé ce requin qui chassait. Dans un dessin animé, il était question de requin, ça l'a interpellé, ça lui a peut-être fait peur. Dans son jeu, il va pouvoir aller au bout des idées qu'il se fait de cette histoire autour du requin. Et donc, c'est aussi une manière de satisfaire des désirs de manière illusoire et imaginaire au travers du jeu dans un contexte sécurisant. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut être amené à observer à l'école, des enfants qui... Alors là, si je m'appuie sur des recherches qui ont été réalisées sur les thématiques de jeu, typiquement, lors du Covid, il y a eu une recrudescence des thématiques du docteur,
des chasseurs de virus, des super-héros destructeurs de virus, qu'est-ce qu'on a eu, des producteurs de gel hydroalcoolique, etc. Il y avait, les thèmes de jeu avaient tendance à porter sur la pandémie. Il y a aussi des témoignages d'enseignants, suite aux événements du World Trade Center, des enfants qui se sont mis à jouer au 11 septembre, par exemple. Donc les enfants, lorsqu'ils s'engagent dans cette forme de jeu, s'imprègnent de ce qu'ils vivent dans la réalité et le mettent en scène dans leur jeu, en tout cas mettent en scène leur compréhension de ce réel. Et donc c'est pas toujours un copier-coller de ce qui se passe dans la réalité, mais c'est le reflet de leur compréhension du réel. Je dis ça parce que des fois, j'ai des enseignantes qui me disent, mais moi, ils jouent à la maîtresse d'école, mais moi, je ne parle pas comme ça en classe quand même. Oui, mais c'est leur compréhension de ce que c'est être enseignant, être maître ou maîtresse d'école, puis de ce qu'ils aimeraient que leur enseignant dise ou fasse, ce qu'il ne peut pas faire, lui, en tant qu'élève, par exemple, il va pouvoir le faire au travers de son jeu. Donc une fonction, comme vous le disiez, de régulation, notamment de certaines émotions comme la frustration, mais aussi des émotions d'intérêt, comme j'ai vu Thomas Pesquet à la télé, tiens, j'aimerais être astronaute, je ne peux pas l'être dans la vraie vie, je peux l'être dans mon jeu. Ok, alors voilà pour déjà quelques liens qu'on peut établir avec ces aspects socio-émotionnels. Donc, rien que sur ce petit moment d'activité, il y a plein d'apprentissages clés sur lesquels on pourrait rebondir en tant qu'enseignant et rendre visible pour les enfants pour soutenir ces apprentissages socio-émotionnels. Ça, c'est une étude, c'est si vous voulez aller plus loin, sur notamment l'identification des composantes spécifiques du jeu de faire semblant. Il y a cette étude de Thompson et Goldstein qui a été réalisée en 2019, qui a recensé plus de 50 ans d'études sur cette forme de jeu, les définitions liées à cette forme de jeu, les mesures qui sont utilisées et qui ont mis en évidence une théorie hiérarchique du développement du jeu de faire semblant et qui cible différentes composantes constitutives de cette forme de jeu que j'ai résumé ici dans ce tableau avec des exemples. Alors pourquoi je vous présente ce tableau plus détaillé ? Eh bien, pour intervenir dans cette forme de jeu, il faut avoir une connaissance, je dirais, assez fine de ces différentes entrées, ces différentes composantes, pour pouvoir les observer chez les enfants et ensuite intervenir pour développer leur jeu. J'ai souvent parlé de jeu développé. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui englobe l'ensemble de ces composantes. Un enfant qui est que dans la substitution d'objets, c'est pas un jeu qui est complètement mature. Par contre, un enfant qu'on entend métacommuniquer, planifier son jeu, c'est typiquement quand ils se disent entre eux, ouais, mais toi on disait que tu étais le chasseur, moi j'étais le policier, etc. Ils métacommuniquent sur ce qu'ils vont jouer. Ils vont négocier les rôles pour organiser le scénario. Donc il faut qu'on arrive à la partie métacommunication pour avoir des indices qui nous laissent penser que le jeu commence à être bien mature. Et donc on vise ça dans nos interventions sur cette forme de jeu pour générer des apprentissages socio-émotionnels. Donc je ne commande pas chacune de ces composantes, puisque ça reprend globalement ce que je vous ai expliqué avant. Ça, c'est plus pour vous, si vous voulez observer ça dans vos classes, lorsque les enfants jouent, s'il y a du jeu, de faire semblant dans vos classes. Si vous voulez aller plus loin sur cette question du jeu, il y a aussi ce numéro spécial ANAE qu'on avait coordonné en 2020 et dans lequel vous trouvez notamment des grilles pour évaluer le jeu, de faire semblant, mais également comment l'articuler à d'autres apprentissages, pas forcément socio-émotionnels, mais en langage, oral, écrit, en mathématiques aussi. Ça, c'est si vous voulez aller plus loin. Alors maintenant, si je résume les bénéfices qui sont liés à cette forme de jeu et pourquoi il est intéressant d'accompagner cette forme de jeu, les bénéfices sont multiples. Il y a toute une série d'études qui montrent que plus le jeu devient coopératif, cette forme de jeu devient sociale, notamment, et où on voit des métacommunications apparaître, ça favorise la décentration cognitive, le développement de l'abstraction. J'ai parlé de l'autorégulation, mais aussi de l'inhibition, de la mémoire de travail qui est fortement mobilisée.
Alors, je n'entre pas non plus en détail sur chacun de ces éléments-là, parce que ça pourrait faire l'objet d'un cours en soi à chaque fois, mais voilà que vous ayez conscience que ça a un impact sur les aspects cognitifs, puis sur le plan socio-émotionnel, eh bien, on l'a évoqué, ça permet de réguler les émotions, de mieux les comprendre, et ça exerce les compétences sociales, les compétences en théorie de l'esprit également. Alors, pourquoi ça génère ces bénéfices? Ben, j'ai déjà commencé à amener des éléments de réponse en lien avec la vidéo. Ça permet d'éprouver une variété d'émotions, des intensités différentes, expérimenter toute une série de situations sociales chargées affectivement. Il y a ces fameux « et si » que j'évoquais également dans la définition du jeu. Puis tout ce travail de simulation mentale des interactions sociales complexes qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans cette forme de jeu. Et il peut le faire parce que, comme je l'ai dit, on est dans un univers de pour de faux, il n'y a pas d'enjeu de performance. Contrairement à un travail peut-être sur fiche ou des activités plus structurées où on a des attentes sur ce que l'enfant doit produire. Là, il peut faire faux, il peut rejouer, retransformer, se réexercer. Il n'y a pas d'enjeu forcément de réussite dans cette forme de jeu. C'est lui qui guide, avec l'accompagnement de l'enseignant et des pairs, le déroulement de son jeu. Là, vous avez une jolie méta-analyse également qui met en lumière les liens entre l'importance d'avoir un bon niveau de jeu, de faire semblant, et développement socio-émotionnel. Donc, ce qui nous amène de nouveau des preuves que plus le jeu se sophistique, plus il y a de chances que les enfants aient de meilleures compétences socio-émotionnelles. Et pour obtenir ces bénéfices, il importe d'accompagner le développement du jeu. Plus le jeu est mature, comme je l'ai dit, plus il est associé positivement. Si vous voulez avoir plus de pistes pour intervenir dans ces temps de jeu, avec notamment le groupe de recherche sur les apprentissages fondamentaux, on a élaboré toute une brochure libre d'accès pour les enseignants qui souhaitent démarrer avec ce jeu de faire semblant dans les classes, le soutenir, l'accompagner pour générer des apprentissages. Donc, c'est tout disponible en ligne. Vous pouvez sans autre télécharger cette brochure. Alors maintenant, comment intervenir pour soutenir cette forme de jeu? Je ne vais pas avoir le temps là de détailler les différents types d'interventions qui existent pour générer des apprentissages socio-émotionnels. Il y a plusieurs laboratoires dans le monde qui travaillent sur ce qu'on appelle play-based pédagogie, qui vise à stimuler le jeu et différents types d'apprentissage. Vous avez l'équipe de Pramling et collaborateurs qui a travaillé sur le Play Responsive Teaching en Norvège, au Canada avec Marinova et ses collègues qui travaillent sur les situations d'apprentissage issues du jeu. En Suisse, mes collègues qui travaillent sur comment articuler ces temps de jeu à des apprentissages plus scolaires. Puis il y a, ça je vous invite aussi à tester, les Playworld, les mondes ludiques qui utilisent aussi cette forme de jeu pour développer différents types d'apprentissage. Puis nous, on a testé, et ça je vais avoir le temps de vous présenter rapidement, une façon de travailler ces contenus socio-émotionnels au travers de l'accompagnement de cette forme de jeu. Ce qu'il y a de commun à l'ensemble de ces approches, c'est le fait qu'il faut apprendre aux enfants à jouer. Ça, c'est la prémisse de base. Si vous avez des niveaux de jeu trop faibles, vous n'allez pas pouvoir générer ces apprentissages. Donc, apprendre à jouer, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, voici, je dirais, peut-être qu'on a le temps, j'ai peut-être le temps de vous présenter des petits exemples, mais je ne suis pas certaine en fin de séance. Ça dépendra si vous avez des questions d'un programme qu'on a testé dans les classes, que vous retrouvez dans les cahiers pratiques d'ANAE. Tout y est. Les images, comment procéder, les pistes pratiques, les repères pratiques, théoriques. Donc, on a testé ça dans des classes avec des enfants qui avaient 5-6 ans. Et donc, on a testé 11 séances d'1 heure environ par semaine, avec des apports au niveau socio-émotionnel et un travail
d'accompagnement du jeu de faire semblant avec différentes interventions où on est à la fois joueur, co-joueur, on stimule le jeu aussi avec des histoires qu'on raconte aux enfants dans le but qu'ils se sophistiquent et on a obtenu des résultats assez intéressants dans différentes études qui ont montré que ça améliorait la compréhension des émotions, mais aussi ça avait tendance à diminuer les réponses agressives à des tâches de résolution de problèmes interpersonnels et que les enfants diminuent aussi des stratégies de régulation émotionnelle plus dysfonctionnelles comme taper ou dire des mots méchants aux autres. Donc ils avaient tendance à moins utiliser ce type de stratégie si on faisait ce travail autour du jeu de faire semblant. Alors peut-être qu'on aura le temps, je vous présenterai quelques images ensuite, on verra si ça vous intéresse, mais peut-être pour la suite, voilà, il y a différentes recherches qui montrent des études quantitatives que d'accompagner le jeu, et notamment le jeu de faire semblant, c'est bénéfique pour les apprentissages socio-émotionnels. On a aussi des études qualitatives qui existent et qui montrent, qui documentent comment on peut soutenir cette forme de jeu, notamment pour générer des apprentissages socio-émotionnels, mais pas uniquement. Donc moi, je vous mets ces liens pour vous, pour aller plus loin, si vous avez de l'intérêt à développer ce type de thématique, que ce soit dans vos travaux ou en classe également. Et là, c'est un article en français qui fait la synthèse des modèles de l'intervention enseignante dans le jeu des enfants à l'éducation donc préscolaire. Et ça, je peux que vous recommander cet article qui vous donne des pistes aussi sur comment intervenir dans les jeux des enfants. Alors, la figure est assez indigeste, posée comme ça. C'est la figure de synthèse de tous ces modèles. Donc, dans l'article, vous retrouvez ces différents modèles qui sont expliqués de manière plus détaillée. Alors, je ne vais pas commenter la figure parce que je n'ai pas le temps, mais que vous sachiez qu'il existe toute une série d'outils que vous pouvez trouver, notamment explicatifs de comment intervenir dans les jeux, de mieux comprendre à quelle forme de jeu vous avez affaire quand vous observez les jeux des enfants, quand vous intervenez dans le jeu des enfants également. Donc, c'est un outil intéressant aussi que je vous invite à découvrir. Ça aussi, autre étude intéressante, 2025, recension d'études sur comment on peut intervenir dans les jeux des enfants. Enfin voilà, je vous recense toute une série d'éléments si vous voulez aller plus loin par rapport à cette question du jeu et de comment le stimuler pour générer des apprentissages socio-émotionnels. Donc voilà, en conclusion, parce que je sais qu'après, il faut laisser un temps pour les échanges et la discussion, il est essentiel, donc au regard de la littérature scientifique, d'utiliser de manière complémentaire ces approches plus structurées, dirigées, mais aussi ces approches plus développementales où on laisse les enfants s'engager, notamment dans le jeu de faire semblant, et que le jeu de faire semblant, c'est à la fois un outil pour apprendre, mais aussi un outil qui s'enseigne. Il faut pouvoir apprendre à jouer aux enfants afin de jouer pour apprendre, ça je l'ai déjà dit. Puis je terminerai avec l'importance de la formation des enseignants, des intervenants, qui est essentielle. Nous, dans ce qu'on a testé dans les écoles, eh bien les enseignants avaient plus de 20 heures de formation autour notamment de ces compétences socio-émotionnelles, de comment on accompagne le jeu de faire semblant également, et qu'il s'agit lorsqu'on veut développer ces compétences socio-émotionnelles chez les enfants, de faire un travail d'abord sur soi, d'estimer ses propres compétences socio-émotionnelles, tout comme ses compétences à jouer, avant, je dirais, de vouloir intervenir directement pour les soutenir. Enfin, ça peut se faire aux deux niveaux, faire ce travail de manière simultanée, mais pour pouvoir être cohérent dans les interventions que l'on délivre en classe, d'avoir fait au préalable ce travail réflexif sur ses propres compétences à jouer et socio-émotionnelles. Pourquoi ? Parce que les enfants vous observent, vous imitent, et surtout dans ces tranches d'âge-là, en particulier. Voilà, je crois qu'il me reste quelques minutes pour les questions. J'espère que je n'ai pas été trop rapide.
Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, d'autant plus que ce dernier point de la conclusion, je pense, rencontre la conviction de l'ensemble des personnes présentes, la nécessité de se former sur ces questions-là. Tout ça a été évidemment hyper intéressant. Et donc on a 10-15 minutes maximum pour les questions. Là encore, je vais porter le micro. N'hésitez pas si vous avez des interrogations, des précisions. Et puis si à distance, pour la quarantaine de personnes qui sont connectées, vous pouvez aussi, évidemment, dans l'outil de discussion, poser toutes les questions nécessaires. Allez, la première question sera pour Marion. Bonjour et merci pour cette présentation qui a permis de rebalayer pas mal de choses. Moi, je suis assez curieux, je ne suis pas expert du tout du domaine, mais l'image que j'en ai des principaux travaux, c'est qu'on met des résultats en avant plutôt sur la compréhension des émotions, l'identification des émotions, moins sur la régulation en elle-même. Donc j'étais curieuse d'avoir quelques éléments peut-être sur le programme. Vous nous avez mis un peu en haleine, donc peut-être y revenir sur les outils et les résultats finalement sur les stratégies de régulation que les enfants peuvent adopter dans les jeux. Merci. Donc si j'ai bien compris, c'est sur le programme, c'est celui-là. C'est celui-ci, le programme que vous évoquiez. C'est celui-là, oui. Alors, oui, vous voyez, j'avais plein de slides, mais j'ai dit je ne vais pas les assommer avec toutes mes slides. Donc, j'ai dû faire des tris, j'en ai en rab, on va dire ça comme ça. Donc, nous, on a travaillé dans le cadre de ce programme de la manière suivante. Il y a des séances plus structurées, dirigées, où on cible des compétences socio-émotionnelles, identifier les émotions à l'aide d'indices, apprendre à les identifier le déclencheur. On a développé, je ne sais plus d'une quarantaine d'images. Et puis, on a ces temps où on discute avec les enfants de ces éléments-là, on leur apprend à les repérer des indices, on travaille avec le collectif, et puis à chaque fois, il y a un temps de jeu, de faire semblant, où ils vont réinvestir ces éléments-là. Alors là, on a la séance 1 à 3, mais après, vous voyez, il y a des objectifs différents à chaque fois. La séance 4, c'était sur la compréhension des émotions contradictoires. Donc, on les fait aller, vous voyez, il y a ce récipient, mesurer combien en fonction des histoires qu'on leur lit, à quel point ils sont heureux, le personnage est heureux ou triste. Donc, il y a des enfants, ils peuvent mettre une seule fécule de maïs pour dire qu'il est un petit peu triste, mais très beaucoup heureux. Donc, on travaille ces éléments-là aussi avec du dirigé structuré. Puis après, on part à chaque fois sur une petite activité de jeu de faire semblant qu'ils imaginent à deux, où il y aurait des émotions, par exemple, contradictoires, qu'ils seraient amenés à éprouver dans leur jeu. Là, c'était sur les expressions faciales, émotionnelles, on travaille sur l'intensité. Puis, une fois qu'on a travaillé toute la partie compréhensive, on a basculé sur les aspects régulatoires, avec différentes stratégies de régulation. Et là, on leur en a enseigné, je crois, 9 qui s'avèrent fonctionnels et que vous retrouvez dans les cahiers pratiques, avec des images. Là, on a par exemple l'image, la distraction cognitive, pense à quelque chose qui me fait du bien, mais aussi tout ce qui est physio-relaxant. On leur fait souffler sur une plume pour apprendre à réguler le souffle. Puis ensuite, il y a de nouveau ce temps d'expérimentation dans le jeu. Je vous montrerai après avec le jeu. Là, c'est par exemple le livre Les mots doux pour travailler tout ce qui est lié aux émotions positives. Magnifique livre, si jamais. Et ensuite, ils réinvestissent ça dans un jeu. Ça, c'est pour travailler tout ce qui est comportements prosociaux à travers le jeu du docteur, par exemple. Puis après, on a les dernières séances, c'est plus la résolution de problèmes interpersonnels, avec des petites histoires qu'on leur raconte, où leurs personnages rencontrent des difficultés interpersonnelles. On essaie de trouver des solutions ensemble. Puis ensuite, quand ils jouent, on va aller réutiliser ce qu'on a travaillé en amont, les solutions qu'on a trouvées pour résoudre ces problèmes interpersonnels. Puis là, vous avez toute une gradation dans le jeu, des séances 1 à 11, avec, à partir des séances 6 à 10, des défis qu'on leur lance dans leur jeu. Ils ont des accessoires qui les invitent à travailler certains thèmes de jeu, comme papa, maman, dans la séance 6, 7, et puis à la 8, il y a le thème de l'hôpital, puis après on part sur des thèmes plus fantastiques.
parce que les thèmes plus fantastiques invitent aussi à mobiliser un peu plus leur capacité à s'abstraire du réel. Et à chaque fois, on leur lance un défi dans le jeu. Maintenant, vos personnages, ils vont essayer d'imaginer une histoire où ils sont joyeux. Et donc, ils doivent éprouver cette émotion dans leur jeu. Et puis, à la séance 11, ils sont complètement libres. Et là, on intervient aussi dans cette séance en leur rappelant tous les outils dont ils disposent. On joue avec eux également, mais dans toutes les séances, l'enseignant est extrêmement présent. Donc, c'est un programme qui articule les deux éléments, à la fois des apports plus structurés importants à leur transmettre, qui sont réinvestis dans ces temps de jeu. Et il y a les stratégies de régulation qu'on va à chaque fois systématiquement remobiliser dans les temps de jeu, mais aussi à d'autres moments de la classe. Ça, c'est quelque chose qu'on avait mesuré, à quel point les stratégies qui sont enseignées dans ces interventions sont réutilisées au quotidien de la classe. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qui pose problème dans la mesure où on a tendance à leur enseigner des choses aux enfants dans des moments spécifiques. Et puis après, quand survient un conflit, on oublie que tiens, mais oui, on avait vu ça, tu te souviens, on a telle image qui nous aide à réguler les émotions, tel pictogramme, on avait trouvé telle solution. Moi, souvent, quand j'allais dans les classes, je voyais ça, je me disais, mais pourquoi l'enseignant ne rebondit pas alors pas souvent, mais des fois, je me suis fait la réflexion, pourquoi elle ne rebondit pas sur l'outil qu'elle vient de leur présenter juste avant, pour qu'il y ait une cohérence et un transfert qui se fait d'une activité à l'autre. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, si c'est plus clair, par rapport à ce qu'on a testé là dans les classes. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Après cette matinée déjà très très riche. Non ? Pas d'autres interrogations en ligne non plus. Bon, je pense que tout le monde, a besoin de digérer tout ça, mais c'est plutôt l'appétit qui se manifeste à cette heure-ci. Je vous propose de s'interrompre ici en remerciant à nouveau les deux intervenantes. Merci à vous pour votre écoute et votre attention en fin de matinée comme ça. Bravo. Merci d'avoir essayé de réduire la distance par l'intervention. C'est pas si facile. Donc, oui, voilà. Encore merci à vous.